Bonjour à tous, merci de votre participation. Pour cette dernière semaine du mois de l'ESS, on présente les initiatives du réemploi et de la réduction des déchets toute la semaine. Et aujourd'hui, on a décidé de présenter deux initiatives du territoire, deux projets de réduction des déchets. Il y a eu les petits popotins à 14 heures qui ont présenté le projet de couche lavable. On accueille Justine de l'association Consigne Sud-Aquitaine, qui est la présidente de l'association et qui va nous présenter le projet d'une filière de réemploi des bouteilles en verre en Sud-Aquitaine. Justine, je te laisse la parole. Alors, ton micro est fermé, Justine. Il faut que tu le réactives. C'est bon. C'est bon. Merci. Bonjour à tous les participants et participantes. Je m'appelle Justine, je suis présidente de l'association Consigne Sud-Aquitaine qui porte le projet qu'on a intitulé Les Retournés, en référence donc à des bouteilles qui deviendront consignées à l'avenir. En une phrase, le projet consiste à réintroduire la pratique de la consigne, à savoir créer une filière de réemploi des bouteilles en verre sur le territoire Sud-Aquitaine. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi ce périmètre. Je vais introduire mes propos par quelques données, quelques chiffres clés. Grosso modo, on sait qu'un habitant en moyenne produit presque 500 kg de déchets par an, dont environ 12% de verre. Ce qui est assez conséquent. On sait aujourd'hui que le verre est très bien recyclé, enfin relativement bien recyclé. On a 70 à 80% de recyclage, donc comparé à d'autres matériaux, c'est quand même assez positif et que ça peut se recycler de nombreuses fois. Néanmoins, il y a différentes études qui ont montré et qui ont été reprises par l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui montraient que de réemployer les bouteilles, donc ce mot réemploi, il est important de bien le différencier de recyclage. Réemployer, c'est dans le sens laver et remettre en circulation, donc pour le même usage, contrairement au recyclage qui est collecter du verre, le casser et le retransformer en nouvelle matière. Et donc, le réemploi a montré, comparativement au recyclage, qu'il était émetteur de presque 80% de moins de CO2, de moins 75% de consommation d'énergie, et ça peut paraître un peu paradoxal, mais utilise 33% d'eau en moins par rapport au recyclage. Donc, c'est quand même un impact qui est assez intéressant d'un point de vue écologique et réduction des déchets, quand on pense aux déchets au sens large. Tout simplement, c'est revenir à une pratique de bon sens que certains ont peut-être connue il y a quelques décennies, mais il faut un peu réinventer la consigne puisque il faut tenir compte aujourd'hui des évolutions de production, que ce soit côté boissons et de consommation, donc des modes de vente, des circuits de distribution. Je vous parlais du périmètre sud-aquitain. Pourquoi on a choisi ce périmètre-là ? Tout simplement parce qu'en fait, justement, différentes études ont montré que la consigne, c'est vertueux à condition de ne pas dépasser certaines distances. On peut facilement imaginer, et c'est ce qui se passe pour, sans citer de nom, de grandes firmes qui pratiquent encore la consigne sur des sodas ou autres, si on transporte des bouteilles vides sur des centaines ou des milliers de kilomètres, l'impact environnemental finalement est perdu. Et donc il y a un chiffre clé qui est 200-250 km, qui est la distance que ne doit pas dépasser une bouteille pour être dans un circuit de collecte, de lavage et de redistribution. Donc dans notre cas, effectivement, on a choisi le Sud-Aquitain, qui est donc les Pyrénées-Atlantiques et le sud des Landes jusqu'à environ Mont-de-Marsan, et qui regroupait, nous aussi, d'un point de vue géographique, des bassins de population et des bassins de producteurs qui étaient cohérents avec les trois grands pôles côte basque, Béarn et sud des Landes. Voilà, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets régionaux du coup qui sont en train d'émerger dans ce sens sur toute la France, et donc il y a
comment dire, une grande coopération en fait. Et donc, ça peut être un des pans de l'économie sociale et solidaire, puisque chaque porteur de projet finalement couvre une région sans être en concurrence avec les autres, compte tenu que l'objectif initial, c'est quand même le premier, c'est l'impact écologique et donc ne pas dépasser ces distances-là. Les trois axes, les trois dimensions principales de ce projet, elles sont donc, comme j'ai dit, principalement écologiques, hein, donc, qui reposent sur la réduction des déchets, mais aussi la réduction, une solution pour réduire les gaz à effet de serre de manière plus générale. On a aussi en fait tout ce qui va être engagement écologique d'un point de vue des professionnels. Parce là, on peut l'imaginer souvent en tant que consommateur, je rapporte ma bouteille, je fais entre guillemets ma bonne action. Mais d'un point de vue des producteurs, par exemple, c'est un axe important pour eux qui peut être au niveau responsabilité de réduire leurs déchets sous cette forme-là. Et ça peut leur apporter également une image positive de leur entreprise. Le deuxième axe, c'est économique. À terme, on espère que ça puisse justement diminuer le coût d'un emballage, puisqu'on le réutilise, on n'a pas la fabrication première de cet emballage. Et de manière indirecte, ce sont du coup des emballages qu'on va retirer des circuits classiques de recyclage ou d'enfouissement dans le pire des cas quand ce n'est pas trié, et donc réduire les coûts liés au traitement des déchets. Donc à la fois pour les collectivités et indirectement pour nous consommateurs sur nos taxes d'enlèvement d'ordures. Et la dernière dimension, elle est donc territoriale, puisque comme je vous l'ai dit, l'ancrage, il se veut, on va dire, régional, ou dans notre cas, enfin, ça ne correspond pas à la région administrative, mais une dimension quand même locale, et qui vient aussi appuyer toutes les dynamiques de circuits courts, de consommation de produits locaux, puisqu'en fait, on va, compte tenu de ces distances, on va en premier lieu se préoccuper des bouteilles qui sont produites et consommées sur un même territoire. Donc, c'est un petit peu un circuit court de l'emballage, finalement, qu'on promeut et qui va de pair avec le circuit court du produit lui-même. Et d'autre part, un ancrage territorial, puisque ça veut dire aussi des emplois qui ne sont pas délocalisables. On le verra, là vous voyez un petit peu sur le schéma que ça peut faire intervenir des acteurs, donc un soutien indirect à l'emploi côté producteur, côté distributeur, côté transport, et dans le futur, une activité de lavage qui générera des emplois aussi. Sur le plan donc local, pour entrer un peu plus dans les détails, vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente. On a identifié un peu plus de 80 producteurs ou embouteilleurs sur le sud aquitain. On en a enquêté une cinquantaine à peu près, donc 90% se disent favorables à la pratique. Donc, et bien entendu, il y a entre être favorable à la pratique et la mise en œuvre, il y a tout un travail, mais c'est quand même assez populaire, en tout cas auprès des producteurs qu'on a interrogés, qui sont des producteurs ou embouteilleurs de toutes sortes. Donc, il y a les brasseurs, mais aussi des vignerons, des producteurs de cidre, des embouteilleurs d'eau minérale, de jus de fruits. Enfin, on peut un peu tout imaginer à partir du moment où c'est conditionné dans du verre. Et donc, ce qu'on a identifié, c'est un gisement, donc c'est-à-dire un potentiel de bouteilles récupérables sur ce territoire d'environ 5 millions de bouteilles par an, en sachant que parmi les producteurs qu'on n'a pas encore enquêtés, il y en a pas mal qui sont des vignerons du côté de Jurançon, et on sait qu'il y a un fort potentiel aussi là-bas, donc c'est probablement plus que ce chiffre-là. Comment on se positionne, nous, les retournés? Quel est notre rôle dans tout ça? En fait, donc l'activité, elle consiste à, donc, comme vous voyez sur le schéma, hein, c'est assez simple, hein, à collecter des bouteilles, les laver et les redistribuer aux producteurs qui, eux, vont à nouveau les remplir. Et donc, il y a deux grands axes de travail qui nous concernent. Aujourd'hui, c'est fédérer un réseau d'acteurs autour de ce projet et les accompagner au changement de pratique.
puisque en fait, ça fait intervenir toute une boucle et sans la participation de chaque maillon de cette boucle, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut qu'on accompagne les producteurs sur des aspects un peu techniques, de type de bouteille, type d'étiquette, par exemple. Ensuite, s'adresser aux distributeurs qui vont être peut-être un magasin, un bar ou un restaurant, qui vont être amenés à collecter ces bouteilles, c'est-à-dire les ramasser dans des casiers et les faire interagir avec des transporteurs qui peuvent être parfois les producteurs eux-mêmes quand ils livrent leurs produits, ou des grossistes, par exemple, dans le milieu professionnel de la restauration. Et il y a aussi donc le côté consommateur, puisque quand il s'agit d'un magasin, comme je le disais tout à l'heure, le consommateur a son geste de retour à faire. Donc il faut aussi le sensibiliser, faciliter le geste de retour, mettre à disposition un maillage suffisant de points de collecte pour que le geste soit facile. Et dans le réseau d'acteurs, on a aussi ceux qui ne sont pas, entre guillemets, sur le terrain, mais qui vont être facilitateurs, donc le réseau un peu institutionnel. Donc ça va être les syndicats de traitement des déchets qui sont nos partenaires, les communes ou les communautés d'agglo, la région, enfin voilà, d'autres secteurs qui peuvent être fédérés autour de ça. Et la deuxième grande action, c'est donc j'ai pas trop parlé de l'icône lavage jusqu'à présent, c'est parce qu'aujourd'hui sur notre territoire il n'y a plus d'équipement pour laver les bouteilles. Il y en avait jusqu'à il y a quelques années, il n'y en a plus. Donc nous, notre objectif à long terme, c'est de relocaliser cette activité-là en fait. Donc c'est vraiment un deuxième projet. Alors je vois qu'il y a une question de recyclarté. Quid des pots de yaourt, on parle des bouteilles. J'en parlerai un petit peu plus à la fin, mais c'est pas exclu, c'est juste que très concrètement, laver des bouteilles et laver des pots ou bocaux, etc., au niveau technique, ce n'est pas la même chose. En fait, pour laver des bouteilles, ce sont des machines très, très particulières. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'attarde un petit peu plus sur ça. Donc, côté comment on poursuit la mise en œuvre de ce projet. Voilà, je vous ai parlé un peu des producteurs. On a pris contact avec de nombreux acteurs du territoire. Et on a initié l'année dernière un comité de pilotage avec lequel on a travaillé sur nos valeurs communes qui nous portaient, et aussi les avantages et les freins qu'on identifiait, aussi selon le point de vue de chaque acteur. Et comment on allait en fait ensemble un petit peu lever ces freins sur le terrain. Et donc toute l'année 2020, on a lancé une étude de faisabilité qui est partie un peu de notre diagnostic côté producteurs, qui sont quand même les premiers concernés. Donc pour ça, on travaille nous en interne au niveau de notre équipe, que je vous présenterai peut-être un peu plus tout à l'heure. Et on a fait appel à des prestataires extérieurs pour nous accompagner sur l'étude plus technique, notamment tout ce qui est aspect logistique qui est assez complexe, et l'évaluation environnementale et économique du projet, ainsi que compléter notre étude de marché, nous qui s'était beaucoup centrée sur les producteurs, et en fait aller mener une étude auprès des distributeurs, puisqu'il y en a une multitude. Ça va de la petite épicerie de quartier au gros supermarché voilà, on considère que tout le monde aujourd'hui peut participer. Et aussi côté consommateur, quels sont les facteurs clés qui vont pouvoir faciliter le geste retour. Qui nous a demandé un long travail aussi de recherche de financement toute cette année qu'on a enfin obtenu, donc on est assez content, et qui nous a permis justement récemment de recruter 2 personnes. Donc l'équipe aujourd'hui, donc moi je suis la présidente de l'association, je suis la porteuse de projet initiale, on va dire. Ça fait presque 2 ans maintenant que l'idée, on va dire, a émergé dans ma tête. On est aujourd'hui donc 3 bénévoles actifs, on va dire, et ces 2 salariés qui nous ont rejoints mais il y a 10 jours, donc c'est tout frais, et qui vont prendre le relais un peu de cette étude de faisabilité. Et nous, notre rôle, c'est vraiment en interne, donc on fait tout un travail de recherche technique, de veille.
On est membre du réseau national qui s'appelle tout simplement Réseau Consigne, qui fédère tous les projets régionaux, qui propose aussi des formations. On participe à des groupes de travail qui permettent d'échanger avec des projets qui sont plus avancés ou rechercher des solutions en commun. Et piloter en fait tous ces multiples acteurs qui gravitent autour de nous. Puisqu'en parallèle, donc cette étude de faisabilité, et en parallèle, on est en train de développer une phase de démarrage d'activité, une phase pilote pour l'année 2021. Donc en fait, c'est poursuivre les producteurs notamment qu'on a interrogés, ceux qui se sont manifestés comme étant les plus intéressés, les plus moteurs pour se lancer aujourd'hui, qu'on appelle un peu nos ambassadeurs. Ça représente aujourd'hui une dizaine de producteurs qui pourraient se lancer dès l'année prochaine, en sachant que du coup la partie lavage serait externalisée, donc a priori vers Bordeaux pour le démarrage, avant qu'on ait notre propre outil, mais pour pouvoir tester sur le terrain en fait toutes les étapes, tous les changements de pratique qui sont nécessaires. Et la suite de tout ça, ce sera qu'à l'issue donc, des conclusions qu'on aura tirées de notre étude de faisabilité, qui cherche à faire l'équilibre entre écologique et économique, ce sera en fait avec ces préconisations donc d'aller vers le déploiement plus important du projet et écrire notre modèle économique pour implanter l'unité de lavage et pouvoir faire rentrer plus facilement aussi de nouveaux producteurs dans le processus. Donc ça, c'est ce qui est en cours chez nous, ce qui est à venir. Et juste pour recentrer un peu sur, puisqu'on est là dans le cadre du mois de l'ESS, pourquoi on fait partie, à mon sens, de l'économie sociale et solidaire. Donc je l'ai un peu dit au travers de la présentation, il y a un portage déjà collectif du projet, que ce soit notre équipe projet, donc qui mêle aujourd'hui bénévoles et salariés, mais aussi collectif avec tous les partenaires, tous les acteurs qui sont autour, puisqu'on essaye au maximum de le co-construire avec eux, de prendre en compte en fait toutes les contraintes principalement ou les attentes de ces acteurs, d'où la création d'un comité de pilotage. On a été amené aussi à faire des groupes de travail sur des sujets un petit peu plus précis ou un petit peu plus techniques. Voilà, donc il y a une dimension vraiment de coopération et qu'on retrouve aussi, comme je disais, au sein du réseau Consigne, puisqu'en fait, tous les projets sont à dimension régionale et n'ont pas vocation forcément à s'étendre, mais au contraire, à ce que chaque région puisse aller plus vite et que sur tout le territoire français, on puisse faire avancer le sujet de la consigne. Ensuite, au niveau de notre statut, donc aujourd'hui on est une association de préfiguration, c'est-à-dire que l'objet de notre association aujourd'hui c'est d'étudier la faisabilité de cette filière et on a vocation, on l'espère, à évoluer vers une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, donc qui en fait pour nous est un peu la suite logique en incluant ces acteurs qui voudront être des futurs membres de cette SIC. Et enfin, pour terminer, il y a la dimension un peu plus de terrain, entre guillemets, sur l'emploi. Comme je disais, c'est créer des emplois non délocalisables, donc c'est un impact social important pour nous et qui, d'autre part, pourra reposer, donc là je parle plus pour l'activité de lavage, sur par exemple des emplois à caractère de réinsertion. Et je clôturerai, j'avais prévu d'en parler, du coup ça rebondit sur la question des pots de yaourt. L'association se diversifie, s'élargit un petit peu, puisque depuis le début on a la volonté d'élargir le principe de la consigne au-delà des bouteilles. Donc la première chose auquel on pense, c'est effectivement par exemple les produits laitiers, les bocaux, tout ce qui est déjà en conserverie de verre, mais par manque de temps et de ressources humaines surtout, on ne voulait pas s'éparpiller, on ne s'est pas lancé sur tous les chantiers en même temps. Mais il y a deux porteurs de projets qui sont venus vers nous il y a quelques semaines, vers septembre on va dire, pour développer cette partie-là en démarrant plutôt, alors pas forcément par les bocaux directement, mais par la consigne sur l'alimentaire, c'est-à-dire pour tout ce qui est restauration à emporter, donc qui se développe énormément en plus en ce moment, pouvoir proposer des contenants consignés
d'autant plus que ce sont des emballages maintenant qui, enfin, en plastique en tout cas, sont interdits. Le plastique à usage unique, des barquettes ou ce genre de choses pour la vente alimentaire à emporter. Donc c'est une alternative qui paraît très intéressante. Et là, pour l'instant, le dimensionnement serait beaucoup plus petit géographiquement, puisque comme je disais, l'équipement de lavage nécessaire n'est pas du tout le même et peut être assez simplement lié à des laveuses type restauration ou restauration collective. Voilà, donc pour l'instant, le projet a une dimension plutôt sur le BAB, mais c'est tout frais. Donc, ils viennent de rejoindre l'association, donc c'est vraiment naissant, mais on espère que ça puisse être opérationnel relativement rapidement. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour du projet. J'ai essayé d'être synthétique. Après, peut-être qu'il y a des points que certains veulent préciser. Alors du coup, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main, soit avec la petite icône, ou si on ne vous voit pas, à faire un petit coucou comme ça. Et après, à désactiver votre micro. Donc Marie-Jo, je vois que vous avez une question. Oui, je voulais simplement faire une remarque à propos des pots de yaourt en verre ou de fromage blanc. Beaucoup de producteurs locaux ici, en fait, les récupèrent. Il faut leur demander, parce que moi, j'avais coutume d'acheter, par exemple, des yaourts de chèvre dans un magasin. Et un jour, j'ai eu l'occasion de rencontrer la productrice qui m'a dit, mais moi, ça m'intéresserait de les récupérer. Donc, j'ai contacté le commerçant en lui disant, mais voilà, est-ce que je peux vous les redéposer? Et il m'a dit, oui, oui, tout à fait. Et du coup, ça repart. Et la même chose pour un autre producteur qui est sur Arbonne, qui fait des fromages blancs aussi, et il récupère lui-même ses bocaux. Donc c'est aussi une possibilité, non pas que je veuille vous faire de la concurrence, mais c'est une possibilité de se mettre souvent en contact si c'est des producteurs locaux, parce qu'eux, ils récupèrent directement leurs pots. Voilà, c'était juste une réflexion que je voulais faire. Oui, c'est vrai qu'on en a quelques-uns identifiés. C'est vrai que c'est pour ça aussi que les yaourts, c'est pas forcément notre cœur de cible, entre guillemets. On sait qu'il y en a pas mal qui le font de manière un peu officieuse, entre guillemets. Alors, je ne sais pas forcément quels sont leurs protocoles de lavage. Il faut savoir que certains, par exemple, plus gros producteurs, au niveau des garanties d'hygiène, vont avoir des exigences plus importantes aussi. Donc, c'est pour ça que voilà, nous, en tant que, on va dire, facilitateur, on a ce rôle-là et cette attente qui est forte de la part des producteurs de garantie d'hygiène et tout ça. Donc voilà, moi aussi, je rapporte mes pots de yaourt au marché le week-end, mais voilà, je ne sais pas vraiment comment ils sont traités derrière. Et c'est vrai que nous, en tant qu'intermédiaire, on se doit de proposer un service qui soit, entre guillemets, irréprochable. Mais non, non, au contraire, nous, plus le réemploi se développe et plus on sera content. Il y a largement de quoi faire sans qu'il y ait de concurrence. Donc, Il y a Recyclarté qui complète et qui nous dit tout à fait, il faut toutefois avoir le matériel nécessaire pour nettoyer et stériliser. C'est ça. Et après, il y a parfois des problèmes qui se retrouvent aussi sur les bouteilles d'étiquetage, de restes de colle et tout ça qui peuvent, selon ce qui est utilisé comme système de fermeture, empêcher la réutilisation sans qu'il y ait de défaut d'étanchéité. Bon, voilà, ça, c'est des détails un peu techniques. Mais... Et moi, j'ai une question sur les bouteilles, donc la consigne des bouteilles de verre uniquement. Ça voudrait dire que les producteurs devraient s'aligner pour tous avoir le même format de bouteille de verre, pour pouvoir le laver et le réemployer? Oui, alors ça, c'est une question qui revient souvent. Nous, idéalement, plus c'est standardisé, mieux c'est, puisque évidemment, imaginons un magasin qui a plusieurs références de boissons. Plus on a de modèles différents, plus ça veut dire que derrière, il faut qu'on effectue un tri pour pouvoir de nouveau les rassembler par même modèle et qu'elles soient redistribuées. Donc nous, la logique, et c'est la logique du réseau consigne national, c'est au maximum de tendre vers une harmonisation des contenants, d'autant plus que toute bouteille dans l'absolu peut être lavée, mais certaines sont plus fragiles puisque, en fait, comme c'est la filière recyclage qui s'est énormément développée, il y a eu une tendance à alléger ces emballages pour transporter moins de matière, moins de poids. Donc, il y en a beaucoup aujourd'hui. Par exemple, les bouteilles de jus de fruits, on sait qu'elles sont assez fragiles.
celles qui sont classiques, hein, comme les bouteilles de soupe, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'il y a aussi tout un tas de caractéristiques techniques qui nécessitent d'être vérifiées avec le producteur pour savoir si sa bouteille est réemployable. C'est-à-dire qu'au moins qu'elle puisse faire plusieurs cycles. On peut dans l'absolu tout laver, mais la garantie de casse derrière est plus difficile à apporter, puisqu'en plus on ne maîtrise pas pendant toute la vie de la bouteille si elle va avoir des chocs lorsqu'elle est transportée, lorsqu'elle est stockée, etc. Quand elle est consommée, on ne peut pas tout contrôler, et de ce fait, il y a des... Aujourd'hui, c'est principalement le poids et l'épaisseur de la bouteille qui font leur résistance, même s'il y a de la recherche et développement autour de ça, d'avoir des matériaux qui sont à la fois légers, à la fois résistants, mais c'est pas encore tout à fait à l'ordre du jour. Et du coup, après, au niveau du modèle économique, donc les producteurs vous rémunéreraient pour que vous vous occupiez du lavage de la bouteille? C'est comme ça que c'est… Ouais, nous, notre activité, on va dire commerciale, ce sera en fait la revente de bouteilles. Dans le prix de revente de cette bouteille, peut inclure, on peut imaginer, enfin, ce qui se fait ailleurs, il y a deux formules possibles. C'est entre guillemets tout en un. On s'occupe de la collecte, du lavage et du reconditionnement, c'est-à-dire on leur relive leurs bouteilles comme ils ont l'habitude sur des palettes, puisque leurs équipements généralement sont faits pour traiter ça. Ou bien, dans certains cas, par exemple, un petit producteur qui fait un peu tout lui-même, qui livre, qui peut récupérer ses bouteilles sales et les stocker chez lui. On peut imaginer faire uniquement la prestation de lavage, et auquel cas son emballage sera bien moins cher. Alors, est-ce qu'il y a des questions de la part des participants sur certains points? Sinon, moi, je voulais demander pour compléter aussi, est-ce qu'en France, il y a des projets qui sont très aboutis dans certaines régions au niveau de la consigne? Très abouti, ça dépend de quoi on parle, mais plus avancés que nous, oui, qui ont plusieurs années d'existence. Les premiers, on va dire, ça a été le projet nantais qui s'appelle Bout à Bout. La différence, alors il n'y a pas un projet strictement le même d'une région à l'autre, mais la différence, c'est que eux, il existait encore une unité de lavage sur leur territoire, enfin une usine. Donc ils ont fait vraiment un travail de coordination des acteurs en faisant laver en fait dans une autre entreprise. Il faut savoir qu'avant, il y a 20 ou 30 ans, il y avait des usines de lavage un petit peu partout en France qui ont petit à petit fermé avec l'avènement du recyclage et puis du plastique. Hein. Voilà. Et donc là, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est l'inverse, c'est de recréer ces unités de lavage. Donc c'est vrai qu'il y a quelques régions pour qui ça a été plus rapide puisqu'ils se reposent sur des acteurs du lavage déjà existants. Et après, il y a un autre exemple ça fait depuis un peu plus d'un an, en tout cas, qui font du lavage. C'est en Drôme à Ardèche, projet qui s'appelle Ma bouteille s'appelle Revient, qui eux ont rapidement investi en fait dans des équipements. Alors ils ont fait le choix d'équipements de seconde main, qui fait que c'est un investissement qui était amortissable, enfin plus rapidement. Et eux ont considéré qu'il y avait beaucoup de producteurs sur leur territoire. Ils avaient un petit noyau de personnes qui étaient prêtes à s'engager. Et en fait, ils ont très rapidement fait leur propre unité de lavage et construit leur modèle comme ça en faisant grossir le nombre de producteurs qui faisaient laver chez eux. D'accord. Et côté Pays Basque Sud, sinon, au niveau de la consigne de verre, ils sont… Alors, ça se pratique principalement autour des cidreries. Et aussi un peu plus loin vers, pardon, je ne trouve plus le mot, oui, pour le vin de la région de Rioja, donc c'est un petit peu éloigné. Effectivement, il y a une unité de lavage qui existe pas très loin de San Sebastián, mais en fait aujourd'hui, ils ne lavent uniquement des bouteilles de cidre qui sont dans un très petit périmètre autour de cette usine. Et pour le coup, cette bouteille est standardisée entre toutes les cidreries. Donc ça, voilà, c'est encore un marché bien particulier. Et sinon, au niveau de la mobilisation des entreprises, parce que je vois qu'il y a l'association Emen qui est là également, vous, est-ce que vous avez des difficultés à mobiliser les producteurs, les distributeurs, les différents dirigeants d'entreprise ou pas autour du sujet?
Alors, sur les premiers contacts, alors c'est ce que je disais, nous, on avait plus de difficultés côté vin du Jurançon, donc c'est pas trop le Pays Basque, mais euh, on a essayé quand c'était possible de faire des réunions collectives ou des choses comme ça, parce qu'il y a, je crois, presque 60 vignerons, par exemple, dans le Jurançon. Finalement, on n'a pas trop réussi. Et ce qui est compliqué, d'autant plus en ce moment, c'est que c'est beaucoup des secteurs d'activité qui sont touchés par la crise du Covid. Donc, beaucoup ont un intérêt, mais ont souvent des emplois du temps très chargés. Donc, c'est vrai que ça demande du temps de notre part d'aller les rencontrer, d'aller les relancer. En revanche, une fois qu'on est avec eux, il y a une mobilisation, je trouve. Après, comme dans tout projet qui est naissant, je disais, voilà, on a quelques ambassadeurs qu'on a identifiés. Je parle côté producteur là. Après, il y aura toute une partie, je pense, qui attendra que ce soit un peu plus opérationnel sur le terrain avant de nous rejoindre. Et côté distributeur, on n'a pas encore beaucoup travaillé cet aspect-là, puisqu'on voulait s'assurer, en fait, partir des producteurs et remonter leur réseau à eux de clients pour se reposer en fait sur des circuits déjà existants. Mais c'est vrai que côté distributeur, c'est plus compliqué dès lors qu'on dépasse voilà, les cavistes, les épiceries bio, enfin les secteurs un peu déjà sensibilisés, on va dire, à l'écologie. Donc c'est vrai que par exemple, et tout ce qui est ce qu'on appelle les CHR, café, hôtel, restaurant, souvent, c'est un peu paradoxal, ils ont souvent la pratique de la consigne déjà en place sur d'autres marques nationales, mais ne sont pas forcément très disposés à dire il faut encore que je trie d'autres verres, que j'ai pas beaucoup de place dans ma réserve, etc. Donc voilà, il y a tout un travail de mobilisation qui est nous, ce qu'on souhaite, c'est pouvoir passer par des groupements en fait le plus possible, qui, comme je pense à l'UMIH par exemple, qui ont une vision d'ensemble des acteurs et qui puissent nous aider à cibler au mieux comment nous on peut les accompagner en fait. D'accord. Je ne sais pas si l'association EMEN, si vous voulez compléter par rapport à la mobilisation des entreprises sur ces thématiques-là, de tous ces projets un peu innovants au niveau de l'ESS, etc. Oui, bonsoir. Je n'ai pas mis la vidéo parce que je n'arrive pas à la mettre. On va se contenter du son. Non, effectivement, nous, ce que l'on peut, on a une connaissance de quelques acteurs dans le coin. Je pense par exemple aux limonadiers, que sont par exemple Pishta et Larsabal. Ce sont des gens qui passent dans beaucoup de cafés-restaurants du Pays Basque. Donc éventuellement, on pourrait servir de relais pour faire passer l'information. Et ensuite, localement, c'est la cave d'Iroulegui ou bien le cidre Estigar, qui sont également des gens qui sont assez proches de notre association. Et éventuellement, on pourrait servir de mise en relation, si ça peut faire faciliter le travail des retombées. C'est des acteurs qu'on a déjà plus ou moins, voilà. En tout cas, Pishta, Estigar et la cave d'Iroulegui, bon, un peu moins la cave d'Iroulegui, mais du moins Estigar et Pishta sont présents dans nos copiles. Ils font partie de ceux qui sont assez moteurs, d'ailleurs. Oui, ça ne m'étonne pas. Voilà. Mais vous nous aviez mis en relation avec l'Arsabal, effectivement, à l'époque. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui souhaitent intervenir en complément ou poser des questions ou compléter certaines choses sur les participants? Alors, Gis, je ne sais pas si toi, tu as peut-être quelque chose à rajouter ou une question à poser pour Alors, ton micro est coupé. Moi, j'aurais une question. Ah, Philippe, oui. Est-ce que tu as regardé côté supermarché ou grande surface ou des choses comme ça? Parce que j'ai l'impression que de leur côté, ils ont aussi des initiatives pour commencer à recycler, enfin, sinon à recycler, du moins à récupérer les bouteilles. Alors, je ne sais pas après ce qu'ils en font. Je pense que vous parlez du plastique. C'est vrai qu'il y a quelques supermarchés qui ont des machines qui permettent de récupérer les bouteilles et contre lesquelles généralement on reçoit un bon d'achat ou ce genre de choses.
Donc, on sait que c'est ce modèle-là qui convient à la grande distribution, qui ne sont pas prêts à mobiliser du personnel pour avoir le temps de rendre une monnaie, de trier des bouteilles, etc. Donc, oui, on a notamment dans nos études là, qui sont en cours, on a des contacts avec plusieurs supermarchés. Bon, c'est large, quand on parle de supermarché, ça peut aller des Biocoop jusqu'à Carrefour, des plus grandes enseignes. Je pense que ce sont des acteurs qui sont quand même intéressés parce qu'il y a un mouvement un peu de fond sur l'engagement voilà, de la grande distribution sur des mesures environnementales. Et ça dépend un peu des contacts qu'on a localement. C'est vrai qu'il y a des régions qui travaillent beaucoup avec des enseignes de grande distribution, puisque ce sont des enseignes franchisées. Donc, c'est un peu la volonté du directeur de magasin. Mais on est entré en contact avec d'autres qui sont centralisés. Et je pense qu'ils ont un intérêt aussi de ce côté-là pour leur image, tout simplement. Pour leur participation, en fait, comme chaque acteur aujourd'hui professionnel aussi se doit d'agir pour l'environnement. Et il y a un côté aussi fidélisation, puisque si le client rapporte ses bouteilles au supermarché, généralement, il fait ses courses par la même occasion. Donc oui, c'est pas les premiers acteurs qu'on a approchés dans la mesure où ça va prendre un peu plus de temps que ce soit opérationnel. Mais comme je disais un peu plus tôt, on ne les exclut pas du tout de ces circuits-là. Et de plus en plus, d'ailleurs, vendent des produits locaux. D'accord, moi je posais la question parce que sans anticiper sur le modèle économique, il y a peut-être une question un petit peu de volume critique en dessous duquel, on peut peut-être dire la filière, c'est une filière qui ne va pas pouvoir se rentabiliser. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. J'ai précisé un peu notre gisement, mais les seuils, alors nous, on ne l'a pas encore calculé, enfin, on a une idée, mais pour notre territoire en particulier, mais ce qui se voit un peu ailleurs, on sait que c'est ce qu'on a un métier de volume, c'est-à-dire que c'est des marges qui sont très faibles, ce n'est pas une activité qui génère beaucoup de bénéfices, parce que le prix du verre aujourd'hui, des bouteilles en verre, est quand même assez bas, même si la tendance globale fait que ça risque d'augmenter dans l'avenir, mais tout ça pour dire qu'il faut laver 1 à 2 millions de bouteilles par an pour espérer avoir une activité à l'équilibre. Donc effectivement, les endroits où il y a beaucoup de volume vont être des leviers très importants pour nous de réussite. Ouais. Merci pour ces précisions. Oui, Mathilde, tu me demandais si je voulais prendre la parole. C'était juste, moi, je trouve très intéressant ce type d'initiative parce que on est vraiment dans le réemploi intelligent et écologiquement responsable. Et donc, forcément, on ne peut que dire chapeau, quoi. Bravo. Merci, c'est un travail de longue haleine, mais on espère que ça... Ouais, non, mais c'est pour ça que je disais vraiment le réemploi aujourd'hui par rapport au recyclage. Je pense que les autres initiatives qui ont été présentées ou qui seront présentées cette semaine, c'est aussi dans ces démarches-là. Ça a vraiment un impact beaucoup plus fort et c'est encore assez méconnu par rapport au recyclage qui est maintenant vraiment intégré par presque tout le monde, mais qui est souvent une demi-solution. Enfin, voilà. Et donc, c'est vrai que quand on voit les chiffres, c'est très parlant. C'est énorme les impacts environnementaux qu'on peut gagner là-dessus. Pardon. Marie-Jo, oui, je vous laisse la parole. Je disais, en fait, idéalement, ce serait qu'il y ait un label où ils puissent marquer sur leurs étiquettes emballage réemployé ou continué. Ça ferait peut-être avancer le schmilblick, en fait. Je ne sais pas si ça dépend des ministères de l'agriculture ou de l'écologie, mais ce serait peut-être quelque chose alors je ne sais pas comment, mais à pousser. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, les lois qui vont en faveur du réemploi, il y en a, mais elles sont quand même assez timides. C'est un euphémisme. Et donc, ce qui se passe, en fait, c'est au sein du réseau consigne national dont je parlais tout à l'heure. En fait, on essaie de faire l'inverse, c'est-à-dire de ne pas attendre les lois. Alors, ce sera un levier quand même pour activer certains professionnels, c'est certain. Mais par exemple, il y a une réflexion, comme je disais, le but étant que tout le monde avance plus vite, chaque région. Il y a eu un travail en commun national sur le développement d'un pictogramme pour signaler le caractère consigné réemployable.
Donc ça vient de sortir mais ce mois-ci. Donc je pense que de toute façon, nous, sur toutes les phases pilotes, toutes les phases de démarrage, chacun a sorti un sticker, un petit affichage, quelque chose qui fait que c'est identifié sur la bouteille. Parce qu'on sait aussi que ça guide le geste du consommateur, que ce soit à l'achat. On s'est rendu compte que parfois, quelqu'un entre deux produits va choisir plutôt un consigné par rapport à ses valeurs. Et d'autre part, ça facilite le retour puisqu'il y a quelque chose de visuel qui nous rappelle qu'il faut le rapporter. Et donc, il y a déjà ce travail de concertation directement des acteurs de terrain pour travailler l'identification du caractère consigné avant même qu'il ne soit imposé finalement par quelconque ministère. Ok. Alors Chantal, je vois que tu lèves la main. Bonjour. Alors, oui, je voulais dire qu'on n'avait pas beaucoup de questions à poser parce que l'exposé était tellement parfait qu'elle a répondu à tout et je me dis que c'est certainement un projet qui va réussir parce que vraiment il est bien argumenté, tout a été vu, c'est vraiment bon. Alors quand même, j'ai une petite question, c'est quelles sont les premières réticences, les réticences que vous avez eues quand vous êtes allé discuter avec des commerçants, avec des entreprises, quels sont ceux qui n'étaient pas tout de suite emballés, qu'est-ce qui vous sortait comme argument, quels étaient les freins à votre projet, qui étaient un petit peu explicités. Donc là, je vais parler principalement côté producteur. Les freins, c'est le coût. La plupart ne sont pas prêts à payer plus cher un emballage pour leurs produits. Après, c'est les craintes au niveau hygiène, traçabilité, puisque eux-mêmes sont soumis souvent à beaucoup de contrôles. Mais ça, c'est pas quelque chose qui nous inquiète trop de notre côté, parce qu'il y a différents retours d'expérience ou quoi qui nous permettent d'avoir des protocoles assez fiables de ce côté-là. Et le dernier aspect, c'est le côté organisationnel, c'est-à-dire logistique, technique. La logistique, le ramassage, donc nous, on a ce positionnement de facilitateur, c'est-à-dire identifier tous les trajets, déjà aussi, j'en ai pas trop parlé, mais qui peuvent être faits en retour direct, en ce qu'on appelle en logistique inverse, quand c'est livré directement par le producteur, s'appuyer sur les réseaux de grossistes déjà existants qui pratiquent déjà la consigne. Donc là, nous, notre but, c'est de rajouter le moins de charges possible à ces producteurs qui, eux, ont déjà des changements importants à faire pour eux. Pour eux, les principaux changements, c'est la bouteille, donc on en parlait tout à l'heure, son format, que ce soit son poids ou la forme. Nous, on va les pousser un peu pour aller vers une standardisation. Et l'étiquetage qui aujourd'hui est principalement des étiquettes auto-adhésives qui sont au contraire faites pour être rester de manière très fixe et ne pas partir dans l'eau ou au frigo, ce genre de choses. Et donc nous, c'est de leur apporter les solutions techniques sur ça. Donc ouais, les freins, c'est principalement le coût, les craintes d'hygiène et le côté logistique, c'est surtout la peur que ça retombe sur eux de s'occuper de tout ça, en fait. Donc nous, à nous de trouver des systèmes qui leur facilitent la vie, entre guillemets. Et côté distributeur, point de collecte, c'est principalement l'espace de stockage et éventuellement le tri qu'il y a à faire. Comme je disais, si un magasin ou un bar a plusieurs références, il va falloir qu'ils mettent de côté les bouteilles par format. Et souvent, ils sont déjà à flux tendu sur beaucoup de choses. Donc, à nous de proposer des ramassages suffisamment fins, de trouver un équilibre entre stocker, pas faire des milliards d'allers-retours pour 10 bouteilles et en même temps qu'ils puissent, eux, avoir un minimum de place dans leur espace. Je ne sais pas si ça répond à la question. Il y a un travail de sensibilisation en interne aussi dans les entreprises, des salariés à faire oui, tout à fait. Pour le tri. Quand on parle des magasins, c'est vrai qu'on a l'expérience, le retour de la bouteille de la part du consommateur. Ils ont remarqué, donc il y a tout le caractère communication, on va dire, d'identification, etc. Mais un retour d'expérience du projet toulousain, c'est qu'entre deux Biocoff, par exemple, ils ont remarqué qu'il y en a une où ils avaient des bien meilleurs retours. Et finalement, c'était plus lié à la formation du personnel qui délivrait le message aux clients, surtout au début, quand les gens ne sont pas habitués, par rapport à l'autre, où il y avait plus, entre guillemets, simplement un affichage et pas de communication orale, par exemple.
Donc, il y a vraiment tout un travail de sensibilisation à tous les niveaux. Ouais. Et on a une question de Henri qui demande s'il y a une alternative écologique à l'utilisation du verre. Je veux bien que vous précisiez votre question parce que je ne comprends pas trop. Oui, bonjour. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, oui. Ma question, elle est relative comment dire, au matériau lui-même. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a à l'heure actuelle comment dire, des matériaux, comment dire, ou qu'il y aura dans l'avenir des technologies, par exemple, de contenants autodégradables ou je ne sais pas, qui puissent s'imaginer, qui fassent que les producteurs privilégient dans le temps l'utilisation de ces nouveaux matériaux plutôt que le verre. Alors, je vais essayer de répondre. Il y a plusieurs choses. Donc, effectivement, se développe beaucoup d'emballages, bouteilles ou autres, d'ailleurs, biosourcés, dégradables, compostables, tout ce qu'on veut. Il y en a beaucoup qui sont issus de produits végétaux qui, du coup, posent la question quand même des ressources et des matières premières, d'une part. D'autre part, leur réelle dégradation, on n'a pas beaucoup de recul dessus. Et d'autre part, comment dire, en fait, c'est un peu ce que je disais par rapport tout à l'heure, recyclage versus réemploi. Même si le verre, effectivement, il faut quand même qu'il soit fabriqué à un moment donné, la bouteille ou le bocal. Ça demande quand même la première fabrication de l'énergie, des matières premières. Mais on sait que ça peut se réemployer de multiples fois. Il y a aussi l'aspect sanitaire, tout simplement. Le verre, aujourd'hui, on ne connaît rien de mieux. C'est un matériau inerte et il n'y a pas de transfert parce qu'il y a aussi des bioplastiques, des choses comme ça qui peuvent être réutilisables, lavables. Mais finalement, au niveau santé, on ne sait pas très bien les impacts. Et ça peut aussi modifier le produit. Il peut y avoir des transferts de particules qu'on ne maîtrise pas forcément aujourd'hui. Voilà. Et après, sur la tendance, on va dire, ça sort peut-être un peu du sujet, mais c'est vrai que par exemple, dans le monde de la bière, de plus en plus arrive la canette. Alors, c'est pas encore trop populaire chez nous, dans les pays plus du Nord et tout ça, parce que nous, c'est une image un peu négative, la bière en canette, mais c'est en train d'arriver aussi chez nous et c'est pareil, c'est léger, et c'est recyclable de nombreuses fois. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Ouais. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, très bien. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires pour le projet, pour Justine? Sinon, on va pouvoir terminer la séance vu que l'heure tourne et vous libérer. Moi, je voulais juste savoir avant qu'on se quitte si on peut suivre le projet quelque part, Justine, l'avancée du projet. Alors, j'ai mis dans le chat notre adresse mail. Pour l'instant, on n'est pas très présent sur Internet, réseaux sociaux et tout ça. Donc, voilà, pour l'instant, nous, on a un petit, petit noyau de personnes qui nous suivent plus par mail ou par contact direct. Je pense que tout ce qui est plus grande communication, on va le démarrer en parallèle de notre phase pilote l'année prochaine. Donc, ça va être pour tout bientôt et on vous fera passer nos différents supports dès qu'on en aura. Mais voilà, pour l'instant, voilà, si des questions viennent plus tard, si jamais vous connaissez des gens qui veulent être bénévoles à nos côtés, qui veulent nous donner de l'information, du réseau, de nouveaux acteurs qu'on n'aurait pas forcément à nos côtés, ou enfin quoi que ce soit, le premier contact, ce sera sur ce mail. Et voilà. Et inversement, Justine, je pense que ça serait très intéressant que vous nous fassiez passer l'évolution de votre projet, que nous puissions communiquer au sein de la Maison de l'économie sociale et solidaire, dont je pense que Mathilde sera d'accord avec moi, les portes seront grandes ouvertes pour vous aider si nous pouvons sur votre projet. Avec grand plaisir, ouais. Et Gauthier de Recyclarté qui demande à quand le démarrage? On a hâte. J'ai pas de date précise à vous donner aujourd'hui, mais ce qu'on projette, c'est sur la phase pilote. Donc, ce qu'on appelle phase pilote, c'est
les quelques producteurs ambassadeurs et leur réseau de distribution démarrer au premier trimestre 2021. Donc nous, en testant un peu toute la logistique et tout ça localement, et si on collecte suffisamment de volume, d'envoyer la baie vers Bordeaux. En parallèle de ça, on travaillera sur, si toutes ces conclusions sont positives, et je l'espère, sur l'implantation locale de l'outil de lavage. Et alors, il y a une question qui m'a été posée en direct, je pense que c'est une petite erreur d'Amy qui demande: existe-t-il un projet similaire dans le nord des Landes? Alors, pas dans le nord des Landes directement, mais il y a un projet à Bordeaux et qui, je pense, couvre le territoire du nord des Landes, qui s'appelle la consigne bordelaise, tout simplement. Donc, je m'avance pas sur le périmètre exactement visé, mais je pense que, disons que nos 2 rayonnements d'action, comme je disais, cette histoire de 200 km font que autour de Bordeaux et autour du 64, on va dire, la limite, elle est à peu près au milieu des Landes pour chacun. Donc, je pense que ce sera ce projet-là. S'il faut, je peux. Je ne sais pas quel est l'objectif de la question exactement, mais s'il faut, je peux mettre en relation avec le porteur de projet bordelais.